les enregistrements, 2500 enregistrements. Oui, effectivement. Et vous... Voilà, merci. Merci, on va donner la parole aux panélistes. Avez-vous conclu ou permis de conclure des contrats? Et qu'en est-il au DGA de l'RSP? Monsieur le DGA, vous avez la parole. Monsieur Béni. Oui. Concernant les dérogations, je pense qu'une loi est prise, forcément qu'il y a des mesures d'application qui peuvent permettre à ce baisse, pour ce qui concerne la loi sur la sous-traitance. Il y a un arrêté, effectivement, du ministre qui détermine les conditions d'octroi de dérogation. Mais ces conditions pour qu'on octroie une dérogation, c'est lorsque il y a indisponibilité, on réserve l'exclusivité des activités de sous-traitance à des entreprises majoritairement en capitaux congolais. Et les dérogations que nous gérons ou que nous pouvons gérer ne concernent que la sous-traitance dans le secteur privé. Nous sommes un établissement public, mais nous gérons la sous-traitance dans le secteur privé. Tout ce qui est secteur public et tout ça, l'État, ça c'est l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Et donc, ça... Ce parterre de petites et moyennes entreprises consacré au thème la gestion des entreprises à l'ère du numérique, clé de voûte pour l'expansion des PME. Il ne fait de doute aujourd'hui que le monde tout entier est en train de connaître l'une des révolutions les plus remarquables de l'histoire au travers le développement de la technologie en général et particulièrement celui du numérique. Le numérique s'impose comme le tissu sur lequel repose sans contestation le développement des États et des entreprises. Puisque notre pays, la République démocratique du Congo, ne pouvait demeurer en reste de cette évolution, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dès l'entame de son mandat, fait du numérique le canal de développement et de la croissance économique. Cette volonté, matérialisée par bien des actions, a également pris corps dans l'institution d'un ministère entièrement et totalement dédié au numérique dans le gouvernement Samankonde Kyenge, avec entre autres pour mission la promotion de la transformation vers l'économie numérique et le développement de l'innovation nationale, le traitement des questions relatives à la transformation et à l'économie numérique des entreprises et des acteurs du numérique, la création d'un identifiant unique et sécurisé des citoyens et des entreprises en vue de constituer des bases de données fiables sur les citoyens, gouvernement et e-administration, j'en passe. Mesdames et messieurs, distingués invités de l'entreprise, des efforts sont conjugués en ce sens dans notre gouvernement à la suite du plan national numérique a dressé un secteur prioritaire, à savoir la santé, l'éducation, celle de faire confiance au monde de l'entreprise et de compter sur l'innovation. 7 heures. Alors, nous allons inviter les différents panélistes. Pour nous excuser si nous ne citons pas leur nom, j'espère qu'ils vont pouvoir... corporative, donc dans le PME. Qu'est-ce que ça veut? Bon, pour un premier temps, j'avais quelques petites arithmétiques congolaises. Je pense qu'il y a 5 millions d'habitants dans ce pays, essentiellement jeunes, et 85% d'actifs, c'est-à-dire chômeurs réels et des chômeurs réalisés. Et je me dis, à mon Dieu, qu'il y a environ 400 000 heures par jour, 400 millions d'heures par jour de productivité libre. Ça veut dire que 400 millions d'heures qui ne trouvent pas preneur, 400 millions d'heures qui ne trouvent pas d'entrepreneur pour
pour pouvoir le transformer dans une certaine mesure sur sa chaîne de valeur. Et c'est basant sur ce fait, connaissant le fait que pour un employé embauché dans les grandes entreprises correspond à environ 6 employés dans les PME, je me dis, ce ne sont donc pas les GAFAM qui vont construire ce pays, qui vont résorber ces 400 millions d'heures par jour. C'est évidemment les PME qui auront cette tâche-là. Et ces PME, dont on sait qu'ils ont la facilité de se mettre en branle parce qu'ils ont un certain nombre, ils ont une certaine vitesse et puis ils aiment les risques, etc. D'informations et ne sont pas intelligentes. Il faut rendre ces données intelligentes. Et c'est pourquoi dans Data Science, nous disons, les données ne naissent pas intelligentes, mais elles les deviennent. Alors, comment tirer profit de ces grandes masses de données que les PME génèrent dans leurs activités quotidiennes? Parce que ces données constituent aujourd'hui une mine d'or qui cache cette richesse. Il faut extraire cette richesse afin que les PME soient compétitives sur le marché. Alors, nous avons aussi un autre aspect que nous appelons le machine learning ou apprentissage machine automatique en français. C'est une discipline d'intelligence artificielle qui permet à une machine d'évoluer sur base des processus appelés processus d'apprentissage. La machine commence faible, elle va évoluer sur base de l'apprentissage et jusqu'à ce que la machine va devenir très forte et dépasser même l'expert du domaine. Alors, nous voulons associer ces deux disciplines, Data Science Machine Learning, dans les PME, afin que ces derniers puissent atteindre ce que nous appelons la maturité numérique. Et quand nous appelons maturité numérique, c'est dans ces activités quotidiennes. Parce que n'oubliez pas... Par rapport à cela, le directeur de cabinet a salué ces genres d'activités, alliant notamment le monde de l'entreprise, parce que pour le ministère du numérique, autant sur la question de la transformation numérique en général, que sur celle de la fracture numérique, il y a une responsabilité importante entre différents acteurs, et notamment en ce qui concerne les entreprises privées. Nous sommes un grand pays, on ne peut pas le rappeler ici, autant de millions de kilomètres carrés, une population qui avoisine les 100 millions d'habitants, avec un taux malheureusement de pénétration mobile entre 48% et un taux de pénétration Internet qui à peine avoisine les 20% de la population, s'il faut considérer toute cette étendue et tout ce que nous avons en termes de masse de population. Donc effectivement, même dans ce petit pourcentage tant de pénétration mobile que de connectivité Internet, il se dégage que dans la grande carte de la République démocratique du Congo, la connectivité repose sur quelques grands centres. Et ce qui éloigne effectivement d'autres pans du territoire national au bénéfice de la technologie en général. Et donc justement, l'enjeu, c'est d'arriver à apporter des réponses par rapport à cette fracture numérique. Et dans la politique de ces réponses, il faut dire quand même que notre pays s'engage peut-être un peu plus sur ce chemin que ça n'a pas été le cas en quelques années. Il y a une politique qui a été mise en place et au rang des actions menées dans cette politique, il y a le ministère du numérique qui arrive pour la toute première fois depuis 60 en 2021 dans notre pays. C'est que dans la pratique, bon nombre d'entre nous sont très rodés dans les usages de la crypto. Mais d'un point de vue institutionnel, pourquoi est-ce que notre pays n'arrive pas à ouvrir ou à s'ouvrir sur la crypto-monnaie? Eh bien, c'est en raison
de la circonstance ou des circonstances qui intimement se rattachent à notre système de finances. Et à ce sujet, vous verrez que dans les instructions de la Banque centrale du Congo, qui est le régulateur du marché financier, du secteur financier, il y a eu plus de crainte à s'ouvrir ou à laisser officiel un domaine dont nous n'avons pas encore les moyens de contrôler. Moi, j'ai une casquette de pratique professionnelle parce que je suis avocat et aussi de recherche sur cette question. Vous voyez par exemple les circonstances qu'on a eues tout récemment où on avait un prestataire de crypto-monnaie qui faisait appel public, collecter l'épargne du public. Or, la collecte de l'épargne est une situation, est une matière réglementée. Les banques payent beaucoup d'argent en termes d'abord de constitution de société en droit congolais, parce que vous devez obligatoirement être une société anonyme, ce qui veut dire que vous devez avoir un capital minimum. Si vous n'avez pas ce seuil minimum de capital, vous ne pouvez pas vous constituer en société anonyme parce que les services bancaires l'exigent. Donc vous devez absolument être une SA. Mais en plus de cela, vous devez faire un fonds de garantie auprès de la Banque centrale pour assurer ce qu'on appelle le facteur prudentiel. C'est-à-dire, demain, vous pouvez avoir des problèmes, mais vous devez, vous, banque commerciale, avant d'opérer auprès du public, ouvrir un compte à la Banque centrale et vous devez déposer une caution. Et cette caution était avant de 30 millions de dollars, aujourd'hui elle avoisine 50 millions de dollars. Et donc vous voyez comment les acteurs traditionnels du secteur financier sont soumis à des règles de contrainte et de contrôle. Il suffit qu'une banque commence à déraper sur ses fonds ou sa relation avec les clients, la loi autorise la Banque centrale à éditer une administration provisoire. C'est-à-dire, demain, la Banque centrale vous envoie les administrateurs, vous étiez DG de la banque, vous n'êtes plus DG, parce qu'il y a des problèmes, c'est un délégué de la Banque centrale qui désormais gère votre banque. Et donc, vous verrez que à côté de tout ce mécanisme, un monsieur qui se positionne, il vous dit voilà, avec la crypto, vous avez à la banque un taux d'intérêt de 4% l'année. Chez moi, en 2 semaines, vous avez 18%. Et si vous ramenez 2 personnes, vous êtes à 22%. Si les 2 ramènent 2, ils sont à 32%. Et ainsi de suite. Ça fait rêver. Et donc, puisque on contrôle les banques qui sont soumises à des règles strictes, on ne sait pas contrôler la crypto. Tant d'un point de vue institutionnel, et peut-être que d'un point de vue technologique. Et je pense que lorsque l'on regarde le paysage financier de notre pays, peut-être qu'on ne sera pas toujours dans la position actuelle. Parce que je pense que pour l'accepter officiellement, il y a des préalables. Et tant que les préalables ne sont pas réunis par notre pays, il n'y a pas de risque à prendre, surtout sur cette question qui est une question financière, en l'occurrence une question hypersensible. La deuxième question sur les data centers. On n'a pas eu l'occasion de faire tout le développement, alors sinon on aurait organisé un événement pour présenter les activités ou les projets qui sont menés par le gouvernement, notamment par le ministère du numérique. Le ministère du numérique ou le gouvernement. Les entreprises doivent normaliser, suivre le standard. Et les PME ont tout à gagner en suivant les standards, notamment en appliquant les règles de la bonne gouvernance corporative pour s'assurer une place dans le futur. Donc, ils doivent, à travers, par exemple, des systèmes d'information informatisés, se normaliser. C'est sous ces conditions-là que les PME peuvent vraiment installer des places comme des structures.
Alors, quels en sont les avantages de votre système? Le système que nous allons présenter aujourd'hui est un système de gestion intégrée qui normalise la gestion des opérations. Je reviens toujours sur la normalisation, c'est-à-dire c'est d'appliquer les standards des processus de gestion. C'est une conviction qui est profonde parce que si on regarde partout ailleurs, la gestion de l'information authentique permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc pour que la bonne information puisse circuler, on a besoin du numérique. Et le numérique, il facilite les différents systèmes interconnectés et interopérables qui permettent à ce que l'information circule et que ça soit un outil de prise de décision qui permette à ce qu'on ait une meilleure maîtrise de l'information décisionnelle. Selon le plan national numérique, il y a une recommandation de casser la fracture numérique. Et la fracture numérique, de casser cette fracture numérique passe par le développement des infrastructures numériques. Dans lequel ces entreprises vont se développer, mais aussi un domaine dans lequel ils peuvent s'investir. Donc l'impact du numérique dans le développement de PME est une situation effectivement incontestable et le ministère du numérique s'emploie notamment à accompagner toutes les PME qui désirent s'investir dans le secteur et à participer dans les programmes de transformation numérique de la République démocratique du Congo. Là, en quelques mots, l'essentiel de Seulement 20% de la population congolaise a accès à l'Internet. Qu'est-ce que vous, au niveau du gouvernement ou au niveau du ministère, vous pensez faire justement? C'est un chiffre en progression. Il faut le dire que le gouvernement de la République s'emploie dans la politique de la réduction de la fracture numérique. Et cela passe par les divers investissements qui sont faits, notamment en matière d'infrastructure. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous connaissons une progression, mais les enjeux et les défis sont là. Et à travers le ministère du numérique et tout le gouvernement, cette politique, c'est mettre en place un mécanisme qui nous permet d'assurer une plus large connectivité. On a parlé des mesures incitatives et des textes de loi en gestation, qui viendront notamment sur ces problèmes. Donc c'est un travail qui a continué, qui a commencé dans une dynamique à encourager, et ce travail doit notamment se poursuivre, mais avec l'écosystème national de notre pays. Merci.